Rebonjour tout le monde. Merci de rejoindre la plénière. Donc, je vois que la salle de conférence 2 est terminée. La salle de conférence 1 se vide tranquillement. Tout le monde nous rejoint. Alors, écoutez, nous revoilà tous ensemble et maintenant, c'est Laurence, Marc-André qui vont animer ce moment de plénière. Alors, et Guillaume va les accompagner pour cette étape-là. Alors, est-ce que peut-être qu'on pourrait avoir une première intervention et puis ensuite Laurence et Marc-André orienteront les conversations. Ce qui serait bien quand même, c'est que d'une part, Laurence nous fasse un petit résumé de quelques idées principales que vous avez partagées dans votre salle. Marc-André pourrait ensuite nous faire un petit résumé et ensuite on engagera une conversation en grand groupe. On te voit bien, Laurence. Oui, merci. On fait toutes sortes d'apprentissages techniques aujourd'hui dans ce séminaire. Oui, ben, il a été question dans notre sous-groupe de l'enjeu. Bon, on avait la chance d'avoir une élue parmi nous, puis elle nous rappelait combien c'était difficile d'engager vraiment un dialogue fécond avec les citoyens. Bon, il y a souvent ce climat de conflit qui se passe dans les conseils et au-delà. Donc, on a discuté sur ce sujet-là. On a aussi eu une personne qui a évoqué comme quoi dans les petites municipalités, c'était difficile d'intéresser, elle parlait de sa municipalité, mais les élus aux questions environnementales. Puis on nous disait que oui, en effet, souvent, la question de la gestion prend beaucoup de place. La gestion de la voirie, etc. Puis on a aussi parlé de l'importance de la voix des jeunes. Puis donc, une jeune participante dont j'ai oublié le nom qui nous disait comment est-ce qu'on peut arriver, nous, à mieux se faire entendre. Et on a discuté autour de ces enjeux-là. On a parlé des comités de travail qui peuvent être peut-être créés à l'échelle des municipalités pour créer en fait d'autres espaces de discussion sur des thématiques, donc des comités de travail intersectoriels. On a aussi parlé, j'ai oublié, c'est au tout début de notre conversation, mais de l'importance du contenu. Bon, tout à l'heure, dans ma présentation initiale, je disais qu'il fallait comme éviter l'alphabétisation environnementale, puis on nous a rappelé comment c'était important de parler des questions de contenu. Donc oui, en effet, l'idée, c'est pas qu'il n'y ait pas de spécialistes de certaines questions, mais de partir aussi dans cette présentation-là à partir des expériences, des vécus et des savoirs des participants. Je ne peux pas faire toute la synthèse de ce qu'on aura dit, mais c'était les thématiques dont on a traité. Alors, Marc-André? Oui, rapidement, bien, nous aussi, on avait une élue en résidence dans notre groupe, alors c'était réconfortant de savoir qu'elle trouvait un certain sens à ce qu'elle avait entendu. On a parlé de motivation et c'est peut-être quelque chose que j'avais peu mis en évidence. Comment on fait pour motiver les élus à s'engager dans un processus de formation? Il faut dire que c'est peut-être quelque chose que j'avais escamoté parce que je suis parti. En fait, j'ai beaucoup travaillé avec des élus qui avaient déjà exprimé une grande motivation à l'égard de la formation au regard de l'environnement. Alors, on pourra en reparler plus longuement peut-être durant la plénière. On a aussi parlé de la diversité des milieux et des besoins particuliers des municipalités rurales, là où des fois il y a même un déficit démocratique puisqu'il y a souvent des élections par acclamation, pour ensuite parler à une échelle plus régionale de l'intervention possible d'acteurs qui œuvrent à l'échelle d'une MRC, mais du fait que les élus passent, qu'il y a peu de temps. Et là, je sens que malheureusement, j'ai peut-être juste retenu quelques-unes des interventions qui ont été faites, mais je m'en tiendrai à peu près à ça pour l'instant avant de peut-être qu'on réfléchisse tous ensemble à ces questions-là. Très bien. Est-ce que Guillaume, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter
En ce qui concerne les idées saillantes qui ont émergé de vos salles? Il y avait aussi la question des jeunes, comment est-ce que impliquer plus de jeunes dans le processus politique municipal, quel impact on penserait que ça aurait? Est-ce que ça serait quelque chose de bien à faire? Puis c'est ça. Donc, il y avait surtout au niveau des questions environnementales, entre autres, vu l'importance que ça peut avoir sur leur futur. Merci, Guillaume. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un de vous souhaiterait soit une nouvelle question, ajouter un commentaire, une préoccupation, une observation? Là, je n'ai pas l'ensemble je n'ai pas l'ensemble de tous les intervenants. Alors, prenez la parole. Je vous en prie parce que je ne vous vois pas tous. Nathalie Laplante. Nathalie Laplante, voilà. Puis on a une question ensuite de Jonathan Mongrain qu'on pourra prendre. D'accord, oui. Oui, bonjour. En fait, moi, je me demandais si le concept un peu de formation relative à l'environnement pour les municipalités, c'est quelque chose de très, très nouveau, parce que j'ai manqué les premières minutes de 10 ans, là, mais vous l'avez peut-être dit déjà. C'est quelque chose que vous avez dit et tout, puis qui est nouveau. Est-ce qu'il y a des initiatives dont on peut s'inspirer, dont on pourrait comme prendre exemple pour mettre ça en application? Je ne sais pas, je sais pas, Nathalie ou Mme Laplante plutôt, j'ai eu de la difficulté à entendre votre commentaire. J'ai bien compris. J'ai bien compris, c'est qu'il y avait des expériences en éducation relative à l'environnement au niveau municipal qui existaient déjà, sur lesquelles on pourrait se baser un peu pour développer des projets ou s'il y avait des choses qui existaient déjà. Oui, c'est ça. C'est ça. Marc-André, de telles initiatives? Alors, oui, il y en a dans un cadre plus structuré sous la gouverne des associations de municipalités. Je pense notamment à la Fédération canadienne des municipalités qui a un cours sur le leadership climatique pour les élus municipaux ou de manière plus thématique avec l'Union des municipalités du Québec ou même la Fédération québécoise des municipalités. Mais il n'y a pas de répertoire de formation ou de guide, vous savez, destiné à la formation des élus, du moins pas appliqué au Québec. Si vous allez du côté des Nations unies, puis du programme pour l'habitat, vous pourrez trouver des guides pour la formation des élus, mais qui sont souvent adaptés pour un contexte de formation des élus locaux dans un contexte de pays émergent. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et il y a Mélanie Busby aussi qui nous parle d'une initiative en émergence, une campagne. Une campagne de la part de La Planète s'invite au Parlement, la Fondation Suzuki, Équiterre, le Front commun. Alors, c'est certes une initiative très pertinente. Alors, est-ce que vous avez d'autres commentaires ou questions? Nous, on en a quelques-unes. Lucie, je crois que c'est ça, il y avait une question dans le clavardage de Jonathan Mongrain. Oui. Puis ensuite, il y a Pascal Lisa aussi qui avait levé sa main à l'écran. Oui, exactement. D'accord. Alors, Jonathan. M. Mongrain, ouais, si vous voulez poser votre question, ça va être plus facile. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Excellent. Donc, moi, ce que je me posais comme question, c'est, bon, au-delà des connaissances environnementales, est-ce que les aptitudes de négociation, recherche de compromis, ça devrait être des éléments qui devraient être intégrés dans une formation?
puis comment y arriver? Parce qu'on sait que plus la transition va être profonde, plus il va y avoir des choix. Alors, Laurence, puisque j'ai répondu à la dernière, je peux te laisser la parole, mais sinon, j'ai des éléments de réponse qui me viennent spontanément à l'esprit. Oui. Bien, en fait, je peux certainement dire que oui, c'est une thématique de formation vraiment importante. C'est ressorti fort dans nos résultats de recherche, tout ce qui est compétences relationnelles, de dialogue. La négociation, ça fait partie, oui, du dialogue, la recherche de compromis. Maintenant, là, je n'ai pas préparé de pistes, disons, très concrètes là, sur le comment. Peut-être, je ne sais pas, toi, Marc-André, si tu avais des éléments de réponse de ce côté-là. Oui, j'aborderais des éléments de réponse, moi, sous l'angle éthique. Parce qu'il y a déjà une formation en éthique et en déontologie qui est offerte par les associations de municipalités, mais malheureusement, elle est beaucoup abordée sur l'angle de la déontologie plutôt que de l'éthique. Mais pour moi, la recherche de compromis et autres doit se faire avec un souci éthique très, très marqué et une éthique abordée dans une perspective réflexive, de savoir identifier les dilemmes éthiques et ensuite de les exposer pour qu'ensuite on puisse peut-être que les décisions reposent sur des critères qu'on est capable d'exprimer ouvertement et de rendre intelligibles. Hein, parce que ce n'est pas tout que de décider, il faut être capable d'expliquer pourquoi on a pris certains choix. Donc, pour moi, ça fait appel à des compétences éthiques et à une éthique de l'environnement, puis d'être capable de l'expliquer sous cet angle-là. Je m'en tiendrai à ça pour l'instant, mais ça me ferait plaisir de réfléchir plus longuement avec vous sur ça. Et par rapport à ça, peut-être une piste de solution pourrait être le cadre le cadre qu'on a développé, que je présentais à la fin de ma présentation là, sur la justice énergétique, qui pose des réflexions sur des questions éthiques puis des principes appliqués pour s'assurer que d'un côté, oui, il y a des compromis, mais qu'à long terme, que les projets qui soient développés, puis là, quand on parle d'énergétique, ça peut être très large, là, ça peut être juste les développement dans une ville, tout ça, là, mais de s'assurer que ces projets-là soient analysés sous différents principes éthiques, sous différents principes qui permettraient de s'assurer qu'à long terme, il y ait un maintien, que ça soit empreinte de justice sociale, empreinte de justice énergétique, puis qu'on puisse... donc, c'est ça. Donc, peut-être aller revoir ce cadre-là, ça pourrait peut-être donner des pistes de solutions. Merci, Guillaume. Il y a Pascal Félisa qui avait aussi levé la main. Moi, je suis impressionnée, enfin, je suis ravie qu'il y ait tant de monde qui réfléchisse à ces questions. C'est une belle surprise pour moi. Justement, parce que vous avez pris beaucoup de temps à y réfléchir, moi, ce qui m'intéresse, c'est, vu qu'on a très peu de temps pour que les choses évoluent là, dans la bonne direction, qu'est-ce que ça serait les actions à prioriser si vous aviez une action dans laquelle vous mettriez votre énergie pour aller dans la bonne direction, ce serait laquelle? Alors, Guillaume, Laurence, moi, je suis prêt à sauter. Vas-y, saute! En fait, on a vraiment besoin d'une stratégie en éducation à l'environnement au Québec. Alors, je dis pas ça juste pour faire sourire ma collègue Lucie, mais on a besoin de réfléchir à comment on veut articuler la formation de manière générale et comment ça doit devenir une préoccupation qui n'est pas que portée par des groupes de citoyens, mais bien qui est portée par tous les acteurs de la société. Alors, une fois que je vous ai dit ça, mes collègues du Centraire sont mieux outillés pour vous rappeler c'est quoi la stratégie qui est proposée, notamment. Alors, vous irez voir sur le Centraire. Mais je vous dis ça parce que, notamment en France, et il faut croire que le cadre politique à l'échelle locale est très différent en France, mais en France, ils n'ont notamment pas une stratégie nationale, mais ils ont une loi qui enchâsse le droit à la formation pour les élus à l'intérieur de paramètres. Et donc, déjà là, ça structure un peu la démarche.
Et récemment, je voyais une politique de formation à l'éco-citoyenneté pour les élus, chose que j'ai à analyser plus en profondeur. Mais si j'avais une chose à faire, je crois que ce serait celle-là. Juste, puisque tu évoques ce projet de stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté, qui a été développé par le Centraire en collaboration avec 57 organisations de la société éducative, eh bien, Hugues vient de mettre le lien vers cette stratégie-là. Et en fait, c'est une stratégie qui s'adresse aux décideurs du monde de l'environnement, de l'éducation, mais aussi à tous les ministères, ressources naturelles, santé, agriculture, affaires municipales. Tous les élus, tous les décideurs sont interpellés pour s'engager en matière d'éducation relative à l'environnement, d'auto-co-formation. Alors, donc, oui, on est en train justement d'imaginer une stratégie pour relancer cette proposition-là qui a été présentée au ministère de l'Éducation, de l'Environnement à différents décideurs, mais qui, en fait, ça ne bouge pas. Alors, et cette stratégie-là, justement, elle est présentée en termes d'un projet de société éducative où tous nous apprenons ensemble à travers les enjeux qui nous concernent. On travaille dans l'espace du commun. Alors, et on apprend ensemble. C'est sûr que le savoir environnemental, il n'est pas donné une fois pour toutes dans les bibliothèques, là. On le développe ensemble, on le construit. Il évolue au fil des jours. Alors, il faut se lancer ensemble dans des dynamiques de co-apprentissage. En fait, on est comme rendu à la fin de notre contrat initial de terminer le séminaire à 11h30. On comprendrait que certains d'entre vous doivent nous quitter, mais si certains d'entre vous souhaitent rester à échanger, discuter, nous, on est en ligne jusqu'à midi. Alors, je salue ceux qui devront partir et ben voilà, nous poursuivons l'échange avec vous qui demeurez. Est-ce que vous souhaitez, soit Laurence, oui, Laurence. Je vois une question qui est apparue dans le clavardage de la part de Marianne qui fait écho à ce que tu viens de dire, Lucie, je pense, qui dit « Dans le cas d'un organisme de concertation qui constate que les élus bénéficieraient d'une formation, mais qui se fait dire que les élus sont déjà sursollicités, comment pourrait-on concilier la concertation et la formation? » Et je pense qu'il faut penser peut-être la formation à travers la concertation, c'est-à-dire à travers les démarches de concertation viennent des besoins de connaissance, des besoins d'apprentissage, et puis c'est peut-être plus facile d'engager les élus dans des dynamiques de formation lorsqu'on met vraiment de l'avant que c'est un besoin important pour avancer dans un processus de décision à l'échelle locale. Donc, ça peut être une piste. Je ne sais pas si Guillaume et Marc-André auraient à ajouter de ce côté-là. Guillaume, je te laisse réagir. Je lancerais peut-être Marc-André sur on parlait du fait qu'il y a seulement une formation qui est obligatoire quand on rentre, quand on devient élu. Est-ce que justement l'ajout, tu vas avoir des formations plus complètes qui sont obligatoires et payées par le public, par le système public pourrait être une solution. Comme ça, avant que les gens soient sursollicités, ça pourrait peut-être être une façon de développer sur des enjeux critiques nécessaires, que tous les élus soient formés déjà à la base, puis quel que soit le budget de leur municipalité, que ça soit payé de façon collective par la province. Oui, clairement, il y a des réponses institutionnelles qui doivent être développées, c'est-à-dire que, puis même légales, on pourrait créer un cadre légal avec une loi qui encadre mieux la formation des élus et qui rappelle que ça devrait être un droit et que la formation continue, elle est nécessaire parce qu'on n'arrive pas avec toutes les compétences nécessaires pour assumer le rôle de décideur. Donc, il y a définitivement des aspects plus institutionnels à regarder, mais à notre portée, soit comme professionnel en environnement ou comme éducateur.
il faut se rappeler que la concertation, je crois que c'est un merveilleux lieu pour la formation, si ce n'est que des fois pour aiguiller les élus vers des outils qui peuvent les aider dans leur processus d'auto-formation, de leur rappeler qu'il y a des boîtes à outils qui existent et ainsi de suite, et de leur fournir de l'information qui, des fois, spontanément, ils vont aller ressolliciter à un moment donné autre quand ça fera du sens pour eux, puis qui les aideront dans leur auto-formation. Je m'en tiendrai à ça. Alors, merci Guillaume, puis Laurence pour les compléments d'information. On note que Marie-Hélène Ouellette souhaiterait un partage de ressources sur la formation et besoin de formation sur les outils municipaux. Alors, il y aurait une possibilité là, d'échange à ce sujet-là. Alors, il y aurait peut-être même dans la boîte à outils, dans la section ressources du Centraire, il y aurait peut-être quelques hyperliens. On pourrait peut-être envisager enrichir cette section-là dans la section éco-citoyenne, des hyperliens vers des ressources qui existent pour la formation des élus, si ce n'est que de bien identifier leur rôle, l'organisation territoriale et des choses comme ça. Merci, Marc-André. Et puis peut-être moi j'inviterais Madame Ouellette à consulter notre site Internet du Centraire, mais le volet Projet Forge, on va déposer le rapport du projet au début de l'année 2021. Puis bon, il y aura toute une mise en contexte là, dans le cadre de ce rapport-là sur le contexte de travail des élus. Donc, ça pourra vous intéresser. Puis là, vous aurez accès à tout un ensemble de références bibliographiques avec ça. Je vais mettre l'adresse de notre site dans la conversation. C'est vrai, Laurence, parce qu'il y a eu en fait, il y a eu une co-formation dans le cadre du projet parce que le milieu municipal, c'est un milieu qu'on veut investir, mais qu'on connaît peu. Donc, je crois que vous vous êtes auto-formé Exact. Ou co-formé plutôt. On ne savait pas qu'on allait traiter du milieu municipal quand on a commencé la recherche, nous. Et d'une part, on reconnaît le rôle des élus en tant que facilitateurs de mesures environnementales ou au contraire, faire en sorte que ça stagne, voire même que ça recule. Mais on reconnaît le rôle majeur aussi des citoyens, de la citoyenneté du Québec qui est très vivante, très vibrante pour faire avancer les dossiers environnementaux et sensibiliser le politique. C'est ça, on commence une recherche au Centraire qui va porter sur les victoires citoyennes au Québec. Et je pense qu'on peut s'en nourrir. Les citoyens sont souvent à l'origine de l'explicitation de préoccupations, de revendications, de propositions. Et c'est en fait, si on pense dès le début des années 80, là, si on remonte là avec le Suroît, les centrales thermiques, l'ensemble des centrales thermiques le long du fleuve, la mine d'uranium à cette île, la privatisation du Morford, la privatisation de l'eau, les porcheries industrielles, le gaz de schiste, le port méthanier, le port à Cacouna, et etc. Je pense que les citoyens au Québec, grâce à leur mobilisation, ont réussi à changer le contour environnemental du Québec. En fait, le portrait environnemental du Québec. On se demande si les citoyens n'avaient pas été là au fil de toutes ces années, que serait-il devenu du paysage environnemental du Québec? On aurait développé l'uranium, on continuerait avec l'amiante, on aurait des centrales thermiques. Je pense que le rôle des citoyens est essentiel. Les citoyens ont permis de limiter des projets insensés qui se sont avérés de toute façon économiquement insoutenables. Mais il y a eu aussi, à travers les interactions, une certaine éducation du politique. Alors, le rôle des citoyens est extrêmement important à cet égard.
Il y a un bel exemple avec la marche des peuples là-dessus par rapport au projet NRJS qui, justement, en faisant du porte-à-porte en partant de Montréal, puis de faire tout le tracé du projet, dans le fond, on rencontrait les municipalités, autant les élus que les membres des municipalités. Puis par rapport à ça, on développait un tracé. Ce n'est pas seulement eux, elles et eux qui ont fait ça, mais ils ont encouragé la mobilisation dans plein de petites communautés, puis de plein de mairies aussi, par leur passage, puis par leur rencontre avec toutes ces personnes-là qui ensuite ont créé des blocus carrément, puis dire, ben nous, la mairie, on refuse que le projet passe par ici. Donc, c'est des éléments comme ça qui démontrent comment la co-formation, puis les rencontres des citoyens avec les décideurs peuvent avoir des gros impacts. Donc, une formation des citoyens aussi à l'interaction avec les élus, l'interaction efficace. Et d'autre part, il y a la très belle thèse de Pierre Batelier aussi, là, qui a été déposée à l'été dernier, qui est le rôle des élus en matière d'acceptabilité sociale des grands projets à fort impact environnementaux. Et dans sa thèse de doctorat, il explicite bien qu'est-ce qu'on entend par rôle des élus et les différents angles selon lesquels le rôle des élus peut s'exercer. Alors là aussi, je pense que pour une formation des élus, la thèse de Pierre Batelier pourrait être une belle assise. Oui, il y avait Catherine qui avait levé la main. J'ai envie de partager un peu de vécu en lien avec l'impact de la mobilisation citoyenne sur les élus, parce que, en fait, c'est super intéressant parce que du coup, les élus ont envie d'agir. Mais moi, ce que je perçois dans le milieu municipal, c'est qu'entre municipalités, ils vont se cacher les projets pour avoir la primeur, pour être le premier à l'annoncer. Ils ne vont pas travailler ensemble. Tu sais, en fait, un peu comme la pandémie, c'est quelque chose de l'environnement, puis on en a déjà parlé au niveau avec ma direction, de dire, ben, c'est important d'éduquer les élus que là, on ne doit pas être dans une dynamique un peu partisane ou de politique, là, tu sais, que c'est un enjeu qui touche tout le monde. Mais l'idée, c'est pas d'essayer d'avoir la primeur, mais c'est vraiment c'est difficile. Puis du coup, il y a vraiment des choses qui se font par capital politique qui sont pas optimales, qui mettent des bâtons dans les roues à des projets qui pourraient être vraiment, vraiment plus structurants. Il y a un agenda politique, ça devient un agenda politique, puis c'est vraiment, en tout cas, moi je le vois, c'est un enjeu à traiter parce qu'effectivement, la mobilisation citoyenne, elle donne un coup de pouce, ils ont envie de le mettre, ils ont envie d'en parler, mais ils ont envie d'en parler uniquement pour le capital politique, puis je pense pas que ça soit la bonne raison. C'est un défi, là, en tout cas, que moi je vis, là, définitivement. Je ne sais pas comment on pourrait travailler avec les élus pour, dans les formations pour amener le volet où ça ne doit pas être par capital politique. Quand on parlait des motivations là, tout à l'heure, je pense que c'est important d'essayer de trouver comment aller chercher les élus au niveau de leur motivation, puis comment aussi dénouer dès le départ là, cet enjeu-là pour que ça ne soit pas par capital politique qui agisse à ce niveau-là. Là. Est-ce que je peux ajouter juste quelque chose au propos de Catherine? C'est France Levert. Je ne me vois pas dans l'écran, trop de monde. Oui, tout le facteur humain. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la conversation qui a mis un lien avec le documentaire récent qu'on peut voir sur les élus sont des êtres humains. Dans ce qui a été mentionné, on a parlé de la dimension émotive aussi de tout ça, émotive, politique. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les changements de comportement en termes de recherche aussi, beaucoup par rapport aux citoyens. Mais est-ce que si on travaille dans ce que vous avez fait comme recherche ou les échanges, toute cette dimension-là qui est la dimension émotive, comment dealer avec ça? Puis, bien, il y a le contexte du 4 ans des politiciens. Est-ce qu'il y a des avenues pour mieux travailler avec ces considérations-là? Et puis, au niveau des motivations, moi, j'avais mentionné peut-être des motivations. Moi, je suis du Réseau des femmes de l'environnement notamment. Alors, il peut y avoir des motivations un petit peu différentes hommes-femmes.
Peut-être que ça ne ressort pas dans vos études, mais bon, dans les échanges que nous, on a eus avec des élus municipaux et certaines études qui ont été faites, il y avait des éléments comme ça, puis je m'arrête ici. Encore là, collègues, je serais prompt à vouloir réagir, mais je vous laisse la possibilité de le faire avant moi. Ça suscite beaucoup d'éléments de réponse. Mais gêne-toi pas, Marc-André, je prendrai ton relais. Oh, parfait. Bon, en fait, sur les questions de genre, c'est clair. Hein, les motivations politiques des hommes et des femmes sont très différentes. Malheureusement, les motivations masculines sont souvent très associées à l'ego et peut-être moins à un sens collectif, du moins si on s'en fie aux propos de Mme Mévlec et de sa collaboratrice, si je ne m'abuse, Mme Tremblay, qui a produit un super livre sur les élus municipaux au regard des genres. Donc, déjà là, il y a toute une avenue à explorer là. Et il semblerait que le sens du commun est plus spontané chez nos mairesses et conseillères que chez certains maires, où il y a une dimension d'ego qui est plus présente. Ceci étant dit, bien, les élus sont des humains. Vous faisiez référence au documentaire. Et il y a certains traits humains, notamment narcissiques, qui sont associés au pouvoir et qu'on remarque chez certains politiciens. Je pense que l'actualité chez nos voisins du Sud nous le rappelle. Donc, ça fait partie du décor, c'est-à-dire c'est une dimension qui est inhérente à l'exercice du pouvoir. Il y a certains traits de personnalité qui incitent davantage certaines personnes à se placer en situation de pouvoir pour des raisons d'expérience de vie, des raisons existentielles qui nous échappent. Puis, je n'ai pas les habiletés pour en parler, mais ça fait partie des difficultés. Mais je vous dirais que même si on a 4 ans, je crois qu'il y a lieu de penser à des processus qui nous emmènent à réfléchir à la formation des élus, pas seulement dans une perspective environnementale, mais aussi dans une perspective psychosociale de développement des personnes. Et ce sont des êtres humains. Puis je reprends le titre du documentaire, mais pour vous dire qu'il y a lieu de créer des relations de confiance pour qu'on ne soit pas juste au niveau du développement de savoir-faire, mais aussi de certains niveaux du développement de certains savoir-être. Je crois que l'exercice du pouvoir est quelque chose qui peut transformer pour le mieux. Et surtout si on s'offre des moments pour réfléchir à la dimension éthique et à nos communs, puis de ramener beaucoup les questions comme ça, non pas à un agenda politique, mais à des considérations plus larges. Donc, de là à des fois privilégier des approches plus dialogiques, puis des stratégies plus réflexives pour ces objectifs-là qu'on pourrait se donner. Compléterais-tu, Laurence? Ou... J'allais peut-être dire que pour composer peut-être parfois avec l'ego de certains élus ou élus, peut-être y aller aussi, on nous a mentionné dans la recherche comment l'effet boule de neige fonctionnait dans le réseau des municipalités. Puis s'il y a une municipalité qui fait quelque chose de bien, bien, ensuite de ça, une autre municipalité veut le faire, puis encore une autre. Ça fait que ben, peut-être pour celles et ceux qui ont plus d'ego, ben, les inciter à dire ben, tu vas être un leader sur ce nouveau dossier-là en environnement, cette initiative-là, on pourrait après ça, elle pourrait rayonner ailleurs. Donc, bon, peut-être une manière de composer avec l'ego qui pourrait servir, disons, mais je suis tout à fait d'accord avec, par ailleurs, ce que disait Marc-André juste avant, là, de travailler peut-être à d'autres, en fait, à des savoir-être qui amènent vers un autre rapport aux citoyens, aux citoyennes. Bien. Alors, commentaire? Marc-André, ça va? Non, ça va. J'essaie de suivre en même temps la conversation. Je pense que beaucoup, j'inviterais nos collègues, c'est difficile parce que c'est d'avoir comme des conversations en parallèle, mais il y a beaucoup d'informations ou d'échanges qui se fait aussi dans la boîte, dans l'outil conversation.
qui méritent peut-être d'être vus ou lus plutôt. Donc, eh bien, il y a une question que Guillaume avait formulée justement dans le processus de préparation de ce séminaire-là, puis il évoquait la question des lobbies. Hein? On sait que les élus sont soumis à la pression des lobbies et c'est comme toute une vie secrète et sous-jacente, rhizomique presque, qui nous échappe. Évidemment, les citoyens tentent de faire valoir leur voix. On a même osé penser, exiger des citoyens des frais, se considérant comme des lobbyistes à part entière. Ça a fait scandale d'ailleurs, cette proposition-là. Mais il n'en reste pas moins que les citoyens se retrouvent en situation de demande d'interaction, de vouloir apporter de l'information, de la discussion, mais ils sont en compétition avec tout un monde occulte et secret des lobbyistes. C'est pas facile, cette situation-là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des expériences là, d'interaction dans le cadre d'une situation où il y a un fort lobbyisme qui s'exerce auprès des élus? Peut-être qu'on peut se consoler en se disant qu'avec la pandémie, des petits soupers d'amis, des petits 5 à 7, des rencontres de resto, il y en a de moins en moins. Là. Mais moi, j'ai des exemples très malheureux, répréhensibles, puis heureusement qu'il y a des recours avec la commission municipale, c'est-à-dire qu'on peut mettre en évidence des activités de lobby qui nous semblent mal faites. Donc, il faut, comme éco-citoyen, je crois, comprendre les mécanismes qui encadrent le lobby, pas pour se l'imposer comme citoyen, mais pour rappeler à l'ordre certains élus qui ne respecteraient pas les règles de base en lobby. Mais j'aurais le goût de partager avec vous une histoire lumineuse qui est toute simple. Ça s'appelle les déjeuners du maire. Une fois par mois, un maire qui invite ses concitoyens à déjeuner, puis pour favoriser l'achat local, pré-pandémie, il le faisait dans chacun des restos de sa municipalité, puis il y avait tous les premiers ou deuxièmes samedis du mois le déjeuner du maire. Et donc, on se rencontrait de manière conviviale autour d'une bouffe, puis on jasait. Et donc, des fois, il me disait qu'il y avait 5-6 personnes, puis quand les questions étaient plus vives, ben, le resto était plein, puis on jase. Alors, vous voyez qu'il y a encore là, selon le milieu municipal, une très grande diversité de réponses possibles, mais il ne faut pas non plus être trop à l'eau de rose, là. C'est-à-dire qu'il nous faut, nous, comme citoyens, comprendre les mécanismes qui encadrent le lobby pour bien utiliser ces mécanismes-là à bon escient en fonction du bien commun. Comme citoyen, c'est clair. Mais à l'inverse, il y a des pratiques tellement nombreuses et faciles de transparence qui peuvent faciliter le dialogue et l'élu en question que j'ai interviewé m'a donné des leçons de démocratie, même si c'était une petite municipalité rurale, mais je l'aurais voulu élu d'une grande ville pour qu'il puisse avoir cette ouverture d'esprit-là pour influencer un plus grand nombre de citoyens. Alors, il y a de tout. Il y a de tout. Oui, et Marc-André, dans ton mémoire de maîtrise où tu avais traité de la problématique justement du développement domiciliaire sur les flancs du Mont-Saint-Hilaire, tu avais travaillé, toi, avec les médias, d'accord? Donc, les médias servent d'interface aussi entre les citoyens et les élus. Et ça avait été très intéressant, ta stratégie dans ton mémoire. C'est-à-dire que tu avais utilisé les médias pour interviewer séparément dans divers articles des acteurs qui ne se parlaient pas sur la place publique, mais comme ils étaient interpellés par les médias, ils se voyaient obligés de réagir. C'est intéressant, cette mémoire de maîtrise. Ça doit te rappeler des souvenirs. Oui. Mais c'est ça, il faut utiliser aussi des fois des stratégies. Si les élus ne veulent pas
ne veulent pas nous entendre, on peut toujours leur écrire et publier nos lettres ouvertes à des moments donnés. Mais je connais aussi des élus qui entretiennent, des citoyens qui entretiennent une correspondance avec leur maire parce qu'ils ont le besoin d'exprimer leur point de vue fréquemment. Alors, sans retourner en fait, jusqu'à Michel Jourdan puis M. Dansereau qui s'échangeaient des lettres ouvertes dans le Devoir pour exprimer leur point de vue. Hein. C'est une vieille stratégie, mais ça peut être une stratégie que d'utiliser les médias, les journaux, les lettres ouvertes pour dialoguer avec nos élus. Absolument. Les médias sont un médiateur qui peuvent être importants là, pour rejoindre les élus. Oui. J'ajouterais peut-être au niveau de cette question-là, il y avait l'idée qui avait été soulevée par une participante sur le fait qu'il y a une différence aussi culturelle par rapport à la vision de la démocratie qui peut être faite entre les comités citoyens, les citoyens et citoyennes en général qui vont dans une optique plus de démocratie participative, puis la structure municipale démocratique qui est complètement différente, puis réussir à comprendre les différences de ce que veut dire la démocratie dans les deux façons de faire, puis réussir d'aller chercher du bon des deux côtés, puis aussi de réussir à trouver des façons de communiquer entre ces deux visions-là de la démocratie pour réussir à s'entendre, parce que juste dans la façon de fonctionner, des fois, on n'a pas du tout les mêmes processus, puis ça bloque beaucoup à cause de ça, entre autres. Donc, réussir à penser à ça, entre autres. Oui. Je crois même qu'il y a des cultures démocratiques qui sont plus ou moins développées à l'intérieur même du Québec. Et il y a comme l'historique de la MRC, de la municipalité, va beaucoup jouer sur les pratiques. Donc, il faut considérer la culture des organisations. Et des fois, ça peut être en porte-à-faux avec la représentation qu'ont certains citoyens de la démocratie. Un autre espace d'interaction avec les élus, ce sont les assemblées municipales du mardi soir dans nos municipalités, premier mardi du mois. Et là, il y a cette pratique souvent contraignante et désagréable de certains conseils de contraindre les citoyens à poser directement leurs questions. Quelle est votre question? Sans aucun préambule et sans aucune mise en situation. Et ça c'est vraiment contraignant pour la parole citoyenne, alors que cette enceinte-là est un espace privilégié de partage d'informations, de connaissances, etc., de vie démocratique. Je pense que dans chacune de nos municipalités, on peut aussi tenter de faire en sorte que, d'une part, le caucus ne soit pas aussi hermétique, et cette pratique du caucus là, qui est hermétique, et aussi que les assemblées municipales permettent aux citoyens de s'exprimer, d'interagir avec les élus avec au moins un préambule à leurs questions. Mais on peut comprendre aussi les élus municipaux de craindre que certains citoyens prennent le micro et envahissent la salle de propos qui sont démesurés et qui sont inopportuns. Alors, donc, il y a une éducation des citoyens aussi à participer aux assemblées municipales, comme une sensibilisation des élus à laisser quand même s'exprimer les citoyens lors des assemblées municipales. Oui, tout à fait. Bon, alors, on est rendu à midi, d'accord? L'Angélus. Et voilà, donc, on a eu de belles conversations. Je voudrais remercier beaucoup nos conférenciers et qui ont permis d'apporter un éclairage important sur cette question. Merci à Marc-André pour son initiative d'avoir conçu ce séminaire et de nous y avoir conviés. Merci à Hugues Asselin, dont la présence structurante dans nos événements est absolument essentielle. Merci aussi à Mélanie Harel-Michon, qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qui a été très attentive
qui est agente de communication au Centraire et qui a été très attentive là, à toute la mise en place de cet événement, puis aussi attentive aux commentaires et à l'infrastructure en accompagnant Hugues à cet effet. Alors, merci à vous. C'est encourageant de voir que vous avez été nombreux dans les meilleurs moments, presque une quarantaine, à vous préoccuper de cette question-là. J'aurais envie personnellement d'acheminer tout plein de merci et de félicitations à des personnes parmi vous qui dédient leur vie entière à la vie démocratique et à la défense en fait, pour une société socio-écologique, véritablement socio-écologique, dans leurs différentes organisations. J'ose pas en nommer, bien que je vois des noms, parce que j'aurais trop peur d'oublier, mais merci beaucoup. On sait quand on est un citoyen engagé dans de telles mobilisations ponctuelles, mais qui finissent par être structurantes, là, on sait à quel point c'est prenant pour toute la vie personnelle et professionnelle, mais à quel point ce rôle citoyen est absolument, mais absolument nécessaire au sein de notre société, dans chacune de nos sphères d'interaction. Alors, on aura le plaisir de vous inviter au prochain séminaire, webinaire de notre centre de recherche. Donc, restez attentifs. Vous pouvez devenir amis du Centraire. Il suffit d'entrer sur le site ou d'envoyer un courriel à qui que ce soit d'entre nous pour devenir amis du Centraire. Puis, on vous enverra nos communications. On n'exagère pas vraiment. Vous pouvez être abonné à notre page Facebook aussi. Alors, comme ça, on reste en contact. Vous pouvez partager vos initiatives, vos projets, vos questions et on reste attentif. Le Centraire est un centre de recherche en partenariat. C'est sa grande caractéristique. Il est interuniversitaire, il est interdisciplinaire, et il est international et il est partenarial. Donc, bienvenue. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci Lucie, Laurence et Guillaume. Merci beaucoup. Oui, merci à toi, Lucie, pour cette animation là, si attentive et engageante. Ben, je suis attachée à vos projets depuis si longtemps. À bientôt. C'est beau. Au revoir. À bientôt.